Je regarde la vie de mon fils de 18 ans qui est en faculté, ça me désole. Ça me désole de le voir vivre dans ces 4 mètres carrés. Enfin, objectivement, il en a 12, mais une fois qu'on a mis le canapé et les armoires, il reste vraiment pas grand-chose de reste à vivre. Ça me désole, franchement. En tant que mère de famille, ça me tue de me dire que mon enfant, il a que comme choix de vivre dans un monde virtuel entre les cours par Zoom et Discord. Bienvenue sur la première rediffusion du projet Acropole, action citoyenne de rencontre des organismes politiques et écologiques. Ce projet ouvert à tous les lycéens permet de créer un lien entre les lycéens et les personnes gravitant autour du monde politique. Aujourd'hui, pour cette première rediffusion, nous accueillons Madame Sereine Mauborgne, députée à l'Assemblée nationale travaillant sur le thème de l'opération Barkhane au Sahel. Donc, je suis Luna Martin, je suis ambassadrice de InterCVL. Je suis Tristan Garlet, donc je suis au lycée Jules Mousseron dans le Nord. Je suis directeur de l'association InterCVL et à l'origine du projet Acropole. Je suis Sereine Mauborgne, je suis députée du Var. Je suis élue depuis 2017. De profession, je suis infirmière depuis presque 30 ans. Pas grand-chose à voir avec la politique, sinon un goût prononcé pour l'écoute des autres, ce qui est à mon avis une qualité importante en politique. Et une curiosité naturelle. Donc voilà, je siège à la Commission de la Défense et des Forces armées. Le département du Var est le premier département de la défense de France. Je suis donc la première femme rapporteure budgétaire de l'armée de terre. Vous dites que vous êtes députée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette fonction et qu'est-ce que vous faites en dehors de l'Assemblée nationale ? Ne pas être un élu de terrain, déjà, on est député de la nation dans son ensemble. Voilà, notre territoire de rattachement, il permet surtout en fait d'orienter certaines prises de position, certaines préoccupations aussi, parce que encore une fois, voilà, on peut pas s'occuper de toutes les lois en même temps, c'est impossible, même avec la meilleure volonté du monde et la plus grande force de travail. Grosso modo, le rôle de député, c'est faire redescendre sur le terrain les décisions qui sont prises à Paris et qui impactent le département et prendre le pouls de certaines difficultés des acteurs de terrain pour les remonter auprès des ministères. Et comment fait-on pour devenir député ? Y a-t-il un parcours type ? Et donc, quel est votre parcours ? Alors jusqu'à présent, effectivement, il y avait un parcours type, c'était d'être d'abord élu local et puis ensuite prendre des responsabilités départementales ou régionales et enfin d'accéder à une forme de Graal qui est la députation ou la sénatoriale. Nous, les commissions d'investiture, on souhaitait investir beaucoup de gens qui venaient de la société civile. Ça, c'est la première chose qui a changé. La deuxième chose qui a changé, ça a été l'investiture de 60% de femmes candidates pour avoir un Parlement qui soit composé de au minimum 40 et quelques pourcents de femmes, ce qui est le cas aujourd'hui. Au sein de l'Assemblée nationale dans son ensemble, on doit être à peu près 39-40%. Donc, on est aussi là pour parler de l'opération Barkhane. Avant de commencer, est-ce que vous voudriez bien expliquer en quoi ça consiste pour tout le monde ? Donc, l'opération Barkhane, c'est la plus grande opération extérieure de la France à l'étranger. Donc, c'est une opération qui a démarré en 2011 avec l'opération Serval. En fait, à cette époque-là, on se rappelle rapidement, les djihadistes étaient en train de complètement coloniser le Mali, détruisant des traces très anciennes de la culture malienne, etc. L'État malien était très défaillant, déstabilisé par un coup d'État qui avait eu lieu un an avant. Et donc, le Mali appelle au secours la France en disant, voilà, on a un problème, il faut stopper la progression des djihadistes, les massacres, les pillages dans les villages, l'installation de la charia, etc., enfin de la justice islamique. Et donc, on a besoin de votre aide. Donc, à ce moment-là, on déclenche une opération de grande envergure. Effectivement, on stoppe la progression des djihadistes, mais on se retrouve assez rapidement avec un pays très morcelé, et une progression qui ne se faisait plus sur le Mali lui-même, mais dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en fait une zone qui est complètement gangrénée aujourd'hui par la présence de 2 grands groupes islamiques, un qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara, le IGS, et l'autre le RVIM, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, qui sont d'ailleurs en réalité des entités qui se rapprochent d'Al-Qaïda et des frères musulmans et qui donc se créent aussi entre eux une guerre fratricide. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 000 militaires sur place. On intervient en collaboration avec 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et Mauritanie, Niger, Burkina Faso et Tchad.
que donc on a une force conjointe qui s'appelle le G5 Sahel, qui est donc la force des armées africaines, qui vient donc en appui opérationnel des troupes qui sont à la fois, donc toutes les armées sont intégrées puisque le Mali n'a pas de contact avec la mer, mais d'abord on a le ravitaillement qui se fait par voie maritime, donc les marins sont intégrés à l'opération, et puis ensuite on a des avions de surveillance et de renseignement qui dépendent de la marine. Donc en fait les trois armes sont présentes, l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre, avec évidemment une présence beaucoup plus importante de l'armée de terre. On a affaire en fait à un conflit qui évolue de manière qu'on appelle asymétrique. C'est-à-dire que les groupes armés terroristes, même s'ils sont très nombreux avec une grande capacité de reconstitution, donc en fait on a affaire à des groupes armés terroristes face à nous qui sont assez peu armés. En gros, ils ont des kalachnikovs et des motos. En revanche, ils sont très mobiles et ils fuient plutôt les combats parce qu'ils savent qu'on a une capacité qu'on dit cinétique, une capacité de feu qui est largement supérieure à eux. Donc, ils nous obligent en fait à faire une guerre du renseignement et une guerre de la protection. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même obligé d'enfermer nos soldats dans des bases pour pas qu'ils soient victimes d'attaques de manière isolée, comme ça, un peu égrenées au fil du temps. Et ensuite, ils nous obligent surtout à être présents en plein de points dans la zone. Et du coup, ils nous obligent à avoir des convois de ravitaillement qui sont très fragiles. Et tous les morts des derniers mois, en fait, se sont produits sur des soldats qui étaient en reconnaissance prépositionnés avant les colonnes de ravitaillement qui peuvent parfois faire jusqu'à 1 kilomètre. Parce que quand on va à 800 kilomètres de la base principale, ravitailler pour 15 jours en vivres, en armes, etc., en vêtements, une position secondaire, évidemment, les camions sont très, très nombreux à traverser le désert. Et évidemment, 1 kilomètre de camion, vous imaginez bien que ça passe pas inaperçu dans le désert. On a un champ d'action qui est immense. Ça fait 2000 kilomètres le front. D'accord? Donc, en fait, il y a des moments où il y a que l'hélicoptère ou les avions qui peuvent larguer des militaires aux bons endroits. Donc, c'est vraiment une guerre assez particulière et qui nous oblige à remettre en question en permanence la tactique. Alors, c'est une guerre aussi dans laquelle il faut pas se leurrer. Il y a une guerre informationnelle très, très, très importante avec des puissances qui arment et financent les terroristes qui sont très présentes, notamment, alors, la Russie, parce qu'il y a une histoire, si vous voulez, avec le socialisme post-colonial très important dans la région. La Turquie, parce qu'ils payent des mercenaires qui sont très présents et qui viennent en fait de la Libye et qui viennent aider en appui les armées locales ou les groupes armés locaux. Donc voilà, donc il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes d'influence très importante de pays qui ont tout intérêt à ce que la France perde de sa superbe là-bas. Et du coup, une deuxième question, étant donné que vous nous avez dit que il y a beaucoup plus de femmes qui se présentent à l'Assemblée nationale, qu'avez-vous pensé des dernières remarques sexistes qui ont eu lieu et qui ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux? Moi, je vous avouerai que la question du sexisme n'est pas vraiment une question pour moi, en fait. Moi, je trouve que les femmes, elles sont extrêmement compétentes et en fait, même si les quotas, etc., ont apporté leur lot enfin, c'était nécessaire, je pense, pour que les hommes leur reconnaissent justement pleinement leur place. Mais moi, au quotidien, je me pose pas la question de savoir si je suis une femme ou un homme. Je suis fière d'être la première femme à être rapporteure budgétaire de l'armée de terre, parce que ça, c'est très nouveau. Mais c'est pas, enfin, pour moi, la question, je me pose rarement la question du sexisme, en fait. Quand un mec me fait une remarque qui me plaît pas, je l'envoie bouler, mais voilà, je le prends pas contre mon genre. Je le prends plus pour de la bêtise ordinaire plutôt que ce soit genré. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que quand on me fait une réflexion, c'est plus sur ma personne que sur mon genre. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Luna, mais est-ce que vous, la question, par exemple, du sexisme, c'est un vrai sujet pour vous? Ou les autres filles connectées, d'ailleurs? Bah, pour mon cas, on en parle beaucoup, notamment au niveau de la tenue. Ça fait beaucoup de débats au niveau des lycées et donc des remarques qu'on pourrait avoir si on portait certaines tenues. Donc, je sais qu'au sein de mon CVL, on a organisé même un débat avec des professeurs
des personnels de l'éducation et des élèves pour qu'on puisse discuter calmement de ces questions-là. Et oui, il s'en est dégagé que les opinions, suivant les générations surtout, pouvaient diverger. Et c'était... Enfin, on est concerné forcément parce qu'autour de nous, on nous en parle. Et après, moi, personnellement, je n'ai pas eu d'ennui par rapport à ça. Donc, Voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, il faut... Enfin, moi, j'ai un peu peur que la question du sexisme, des propos soi-disant sexistes, etc., ça tue un peu le naturel dont on a besoin dans les relations hommes-femmes, en fait. Les relations hommes-femmes, elles existent, elles ont toujours existé. Il y a toujours une part de séduction, évidemment, c'est normal. On a une complémentarité entre nos deux sexes, donc c'est tout à fait logique. Moi, je vous avoue que j'ai toujours un peu peur que les excès nuisent en fait à la qualité des relations. Et je pense que dans plus au-delà de la tenue, c'est vraiment une question d'attitude générale qui va faire que on va induire du doute ou pas dans les relations entre les gens en fait. Moi, je pense qu'on peut porter des jupes courtes et être respectable. C'est pas un problème de hauteur de jupe en fait. oui, totalement. Avec les polémiques qu'il y a eu en début d'année scolaire concernant la tenue dans les lycées, il y a été sur la table question de reposer la question sur l'uniforme à l'école. Est-ce que ça pourrait avoir une réelle influence sur les relations et le comportement au lycée? Alors, je pense que ça peut avoir plusieurs intérêts. D'abord, le fait est que l'uniforme, ça a tendance à niveler tout le monde. Alors, pas forcément par le bas d'ailleurs, parce que ça peut permettre à des jeunes qui porteraient pas de chemise en temps normal d'en porter, par exemple, ce qui peut être utile dans la vie professionnelle. Je pense que ça a aussi comme mérite d'éviter peut-être les raquettes dans les lycées un peu huppés où de temps en temps, il y a quand même des gamins qui se font voler leur veste Colmar, etc. Je pense que ça peut avoir de l'intérêt là-dessus, sur la baisse de la délinquance. Moi, j'y suis pas complètement fermée. Après, est-ce que le lycée... Oui, si, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ma fille était en lycée hôtelier, ils étaient en uniforme à l'école et ça posait pas de problème. Et je pense que l'avantage de l'uniforme, c'est aussi que ça apprend à se comporter avec un vêtement distinctif. Quand il y a plein d'entreprises où on porte des vêtements distinctifs. Quand vous êtes électricien, que vous appartenez à une grosse boîte d'électricité, vous portez le nom de votre entreprise sur votre dos. Et ça conditionne quand même votre comportement. Quand vous conduisez un camion siglé d'une entreprise, évidemment que vous pouvez pas vous comporter comme un chauffard sur la route parce que sinon, c'est l'ensemble de l'entreprise que vous emmenez avec vous dans votre dans le problème d'image qui sera lié à votre comportement. Donc, je pense que c'est pas complètement inintéressant d'avoir quelque chose qui apporte aussi une manière d'éduquer et de donner un creuset égalitaire à tout le monde. Je pense que c'est pas complètement inintéressant. Quand on voit la manière, par exemple, dont s'expriment les gamins de banlieue qui parlent ce que moi j'appelle le Zarma, je pense qu'on leur donne pas les clés pour intégrer la société. Alors qu'après ils le parlent entre eux, c'est pas grave, mais il faut qu'ils apprennent quand même aussi à s'exprimer normalement en public. D'accord, merci. Nous avons vu que sur les réseaux sociaux notamment, qu'Emmanuel Macron avait annoncé une journée nationale et donc européenne en hommage aux victimes du terrorisme, donc le 11 mars. Qu'en pensez-vous? Et donc forcément, peut-être que c'est un lien avec l'opération Barkhane. Oui, bien sûr. Alors c'est important qu'il y ait cette journée parce que je pense qu'effectivement, la France ne doit pas considérer qu'elle est seule face au terrorisme. Et l'ensemble des pays, en fait, l'ensemble du monde est concerné par l'action terroriste. On oublie souvent de le dire, mais les musulmans sont les premières cibles des ultra-islamistes dans le monde. Enfin, quand on regarde le nombre de morts qu'il y a eu, par exemple, vous prenez une ville comme Bagdad, en Irak, il n'y a pas eu une seule rue qui a été épargnée par un acte terroriste. C'est complètement glaçant de voir ça. Donc, je pense qu'il faut pas rester trop centré sur nos 300 victimes du terrorisme sur les 10 dernières années, même si c'est très important d'honorer leur mémoire. Je pense que il faut aussi penser à toutes les victimes dans le monde. C'est important de pas rester centré sur soi-même et se dire que c'est le combat de l'humanité dans son ensemble. J'aimerais juste revenir sur l'opération Barkhane, si possible. Oui.
Les ministères sont assez partagés entre une intervention en Libye ou pas, puisque c'est quand même en Libye qu'il y a aussi beaucoup de terrorisme et que le ministère des Affaires étrangères est plutôt contre une intervention. Est-ce que vous serez plutôt favorable à une intervention en Libye ? Donc, la Libye. Alors, la Libye, à ma grande surprise, les avis ont été très unanimes de la part des chercheurs, et ça fera partie des choses qui seront peut-être un peu étonnantes dans notre rapport. C'est qu'en fait, les avis sont très unanimes pour dire que l'action de Nicolas Sarkozy en Libye a été catastrophique et a précipité la guerre au Mali. Parce que ça a désorganisé énormément... ça va aller ? Oui, non, ça va aller. Oui. Ça a énormément désorganisé les forces en présence et ça a permis la fuite des terroristes de la Libye vers le nord du Mali. Donc, en tout cas, ça a déstabilisé la région. Vous m'entendez toujours, là ? Oui. Alors, oui. Vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, bon, ça va. Donc voilà, donc ça a été une première surprise. Donc évidemment, moi, qu'on aille mettre les pieds en Libye, franchement, aujourd'hui, très peu pour moi. Je pense pas d'ailleurs que ce soit vraiment envisagé au niveau de l'armée. Aujourd'hui, on voit clairement que la Libye, de toute façon, la solution ne pourra être que politique. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que le ministère des Affaires étrangères œuvre. En revanche, un déplacement du conflit dans d'autres zones de l'Afrique de l'Ouest, notamment, n'est pas complètement à exclure. Aujourd'hui, le Mozambique est en grande difficulté. On voit bien que dans la Corne de l'Afrique, il y a des endroits très dangereux où il y a eu beaucoup de piraterie. C'est pour ça aussi qu'on est très présent dans ce point-là. Je pense que, en tout cas pour moi, la Libye aujourd'hui, c'est pas un problème militaire, c'est un problème diplo. Donc j'aurais voulu savoir, donc vous avez indiqué être infirmière libérale, sans trop rentrer dans les polémiques sur l'efficacité du vaccin ou sur la campagne vaccinale. Pensez-vous que si en France le pourcentage de population vaccinée ou même dans le monde tiendrait à continuer de progresser, est-ce que les voyages, l'ouverture des lieux culturels ou des petits commerces pourraient rouvrir seulement pour ces personnes-là, pour ouvrir pour tout le monde comme avant le Covid ou rester fermé encore un moment? D'accord. En fait, vous évoquez la question du pass vaccinal. Alors, le pass vaccinal, très honnêtement, si on prend ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Europe, je pense que malheureusement, on ne pourra pas l'éviter. On ne pourra pas éviter, en fait, qu'il y ait des passes pour rentrer dans les pays avec une réservation aux personnes vaccinées. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable au pass vaccinal. Pourquoi ? Parce que la vaccination, elle repose toujours, et depuis la nuit des temps, sur un nombre maximal de gens vaccinés qui protègent les non-vaccinés. Donc, il y a depuis toujours une solidarité entre les vaccinés et les non-vaccinés. Puisqu'en fait, on éradique une maladie à peu près entre, on va dire, 70 et 90% de vaccinés. C'est en tout cas le sens de l'histoire. Donc, pour moi, le fait de faire une distinction entre les gens qui sont vaccinés et les gens qui ne le sont pas, et de ce point de vue-là, je suis opposée à l'obligation vaccinale pour les soignants, même si je pense qu'il faut les inciter très fortement. Il faut pas mettre les gens les uns contre les autres, en fait. Aujourd'hui, on a un problème de cohésion dans notre pays qui est majeur. Et si on continue à archipéliser la France, notamment avec la vaccination, on va créer des fractures, en fait, qui vont pas être récupérables dans l'avenir. Donc moi, à titre personnel, j'y suis pas favorable. D'abord pour cette raison-là. La deuxième raison, c'est la protection du secret médical. Pour moi, c'est quelque chose de majeur. Dans les années 90, qui sont pas du tout vos années. Attendez 2 secondes. Laetitia, ça brûle pas, là? Il n'y a pas quelque chose qui brûle? D'accord, bon, tout va bien, pardon, parce que j'ai pas encore déjeuné, en fait. Donc, la deuxième raison, c'est les années 90 que vous n'avez pas connues, où on s'est beaucoup interrogé sur la question du sida et la question du secret médical. Et moi, je fais partie des gens qui ont gardé ce combat-là en mémoire et je ne veux pas qu'on lève le secret médical pour quelque raison que ce soit. Vous savez que vous, à votre âge, même si vous étiez mineur, demain, vous pourriez cacher votre statut sérologique à vos parents. Et je trouve ça super important. Je trouve ça super important qu'en fait, chaque être humain soit libre
de sa santé, de divulguer son état de santé ou pas. Et donc, pour moi, et que par exemple, les jeunes filles, même à 15 ans, puissent avoir accès à l'avortement sans demander à leurs parents, pour moi, c'est essentiel. Enfin, ou prendre la pilule, ou enfin, qu'on exonère en fait la santé de la pression sociale. La santé, c'est un rapport à soi-même. Et on n'a pas, pour moi, on n'a pas à distinguer les gens en fonction de leur niveau de santé. Voilà, donc moi, le passeport vaccinal, je pense qu'on va être obligé de le mettre en place sur le plan des entrées et sorties du territoire. Maintenant, l'accès à la culture et tout ça avec un pass vaccinal, je n'y suis pas spécialement favorable. Et les petits commerces sont réouverts depuis un bon moment. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est les grandes surfaces. Oui. Oui. Donc, je disais, il y a de nombreuses personnes, ma mère encore m'en parlait tout à l'heure, qui sont du parti de dire qu'il faut vivre avec le virus, qu'ils le voient comme une fatalité et qui pensent qu'il faudrait donc reprendre la vie qu'il y avait avant. Est-ce que vous partez dans ce raisonnement-là ou il faut quand même prendre des dispositions pour pouvoir se protéger? D'abord, la première protection, bon, évidemment, c'est la vaccination, ça c'est certain, mais c'est aussi les gestes barrières. Et je pense que ça restera quand même plus ou moins dans la tête et dans les manières de faire des Français. Je pense que, objectivement, qu'est-ce qui fait que l'hiver, on n'a pas des masques dans le métro pour se protéger de la grippe et des rhumes? Je veux dire, objectivement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est grave? Je pense qu'il faut aussi qu'on intègre que l'hygiène de base, c'est quelque chose d'important. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus embrasser les gens, parce que moi, ça me manque furieusement, hein, mais respecter un minimum de règles quand on est enrhumé, de porter un masque et de ne pas aller contaminer sa grand-mère et les enfants de la crèche, oui, ça peut avoir du sens. Après, moi, je pense aussi que malheureusement, on n'est qu'à nos premières crises sanitaires et qu'il y en aura d'autres. Pour autant, est-ce qu'il faut tout rouvrir maintenant? Je pense qu'il faut profiter des 4 semaines qui nous restent avant vraiment la saison d'été et les beaux jours pour mettre le turbo sur la vaccination et protéger un maximum de nos concitoyens. Parce qu'on a quand même des cas très graves et vraiment dramatiques à l'échelle des personnes qui se passent tous les jours. On n'en parle pas beaucoup, mais mon mari est médecin. Il me racontait en arrivant tout à l'heure qu'il a une de ses patientes diabétique, même pas 38 ans, qui vient d'accoucher, qui a le Covid, qui est en réanimation. Son bébé, il est sans elle et sa famille est super inquiète, quoi. C'est des situations qu'on peut pas accepter. Enfin, on peut pas accepter de courir des risques comme ça. Rien que pour protéger les gens qui sont vulnérables. Juste sur cette question du coup des générations, c'est vrai qu'en ce moment, les personnes, les étudiants se font pas mal critiquer par rapport à la situation sanitaire. Il y a pas mal de personnes qui ne respectent pas les mesures sanitaires alors que finalement, ils sont dans les appartements, etc. Donc, est-ce que vous pensez que les mesures pour les étudiants devraient être allégées? Et est-ce que vous êtes de l'avis des personnes qui pensent que les étudiants ne respecteront pas les mesures sanitaires dans tous les cas? Alors, pas du tout. D'abord, moi, je peux vous dire que malheureusement, je regarde la vie de mon fils de 18 ans qui est en faculté. Ça me désole. Ça me désole de le voir vivre dans ces 4 mètres carrés. Enfin, objectivement, il en a 12, mais une fois qu'on a mis le canapé et les armoires, il ne reste vraiment pas grand-chose de reste à vivre. Ça me désole, franchement. En tant que mère de famille, ça me tue de me dire que mon enfant, il n'a que comme choix de vivre dans un monde virtuel entre les cours par Zoom et Discord. Vraiment, merci de m'avoir accueillie. J'espère que j'ai répondu à quelques questions et je suis vraiment ouverte à continuer ou recommencer des échanges de ce type-là quand vous voulez. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci. Et vraiment, moi, j'ai confiance en vous dans l'avenir et continuez de vous engager et de faire des choses qui correspondent à vos valeurs parce que c'est de ça dont on a le plus besoin, d'avoir des gens qui ont des valeurs, quelles qu'elles soient. Enfin, je ne parle pas des islamistes, évidemment. Allez, au revoir.